Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, en guise de reconnaissance et pour encourager les joueuses de l'équipe nationale de rugby A7, les Ladies Maki de Madagascar, le président de la République Ange Radzuel les a reçues ce jour au palais d'État Diavelou. Par la même occasion, il annonce la prise en charge de ces joueuses pour mieux préparer la Coupe du Monde qui se déroulera en Afrique du Sud en septembre, ainsi que la rénovation du stade Maki Andutapenak. Les détails avec Judika Ranjenirin et Andra Zanjabe. Pour la première fois dans l'histoire du pays, une des équipes féminines malagasy participe à une Coupe du Monde. Il s'agit des Ladies Maki de Madagascar, des rugby women qui ont obtenu leur ticket pour la Coupe du Monde de rugby qui se tiendra à Cape Town, en Afrique du Sud, au mois de septembre. Le président de la République a promis son soutien, que ce soit financièrement, sanitairement ou matériellement, pour que ces joueuses puissent se concentrer pleinement sur cette compétition et remporter le trophée. Mis à part la prise en charge de l'équipe nationale et de ses membres, le numéro 1 malagasy annonce la rénovation complète du stade Maki d'Andutapenak. L'initiative entre dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde, mais également des Jeux des îles de l'océan Indien de 2023 à Madagascar. Lors de la cérémonie qui s'est tenue à Diavelou ce jour, le président de la République a également remis des primes aux Ladies Maki. Dans un tout autre sujet, pour marquer la Semaine de l'Europe, la délégation de l'Union européenne à Madagascar a organisé un forum dédié aux jeunes malagasy au sein du Sénat de Madagascar ce jour. Ce forum des jeunes a pour objectif de soutenir les jeunes universitaires malagasy afin qu'ils puissent s'exprimer et donner leur vision sur l'avenir. Ce forum a vu la participation des étudiants de la faculté de droit et des sciences politiques de l'université d'Antananarivo, FDSP, les étudiants de l'Institut d'études politiques à Madagascar, IEP, et des étudiants de l'Université catholique de Madagascar, UCM. Miravoula Tiferen pour plus de détails. Cette année est dédiée par l'Union européenne à la jeunesse, car grâce à des jeunes engagés et dynamiques, on peut envisager l'avenir avec plus de confiance. Et avec l'effort et la passion, on peut construire un Madagascar plus fort, plus stable et démocratique. L'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, Giovanni Di Girolamo, a qualifié ce jour de moment symbolique car grâce à ce forum, le Sénat de Madagascar, qui est d'habitude un lieu où se réunissent des gens d'expérience, aujourd'hui, les jeunes vont pouvoir dialoguer avec sagesse. Le Sénat, depuis l'Antiquité, est une institution, un pilier de la vie politique et de la démocratie. C'est le lieu, en général, où il y a la réflexion et la sagesse. Et donc, on voulait aussi lancer un message de lien qui existe évidemment entre les générations plus anciennes et les plus nouvelles, entre les passés et les présents, entre les gens qui maintenant ont des responsabilités politiques de haut niveau et ceux, les jeunes, qui se prépareront à faire la même chose d'ici 10 ou 20 ans. Donc tout ça, c'est très important pour nous. Et en parallèle, le message, c'est qu'effectivement l'Union européenne est à côté de Madagascar. J'ai dit, maintenant que je parle, il y a bien à peu près 5 missions de coopération qui sont sur le terrain, qui sont venues pour voir les façons d'améliorer, de renforcer notre coopération dans tous les domaines. Le président du Sénat, Herman Narazafmaev, quant à lui, a mentionné que la population malagasy est majoritairement composée de jeunes, ce qui constitue un pilier important de développement pour Madagascar. Le président de cette institution s'est dit honoré de se tenir devant cette assemblée de jeunes, car les jeunes sont les décideurs de demain. Ces derniers ont le devoir et l'obligation d'être des jeunes responsables, engagés et déterminés à faire avancer le pays et à le mener vers le développement et l'émergence. Ce forum est une occasion pour s'entretenir et échanger afin que des voies vers des initiatives concrètes puissent en sortir. Il a particulièrement attiré l'attention sur la nécessité absolue et l'urgence pour les jeunes malagasy de se rallier aux efforts nationaux dans le but de faire face au changement climatique.
Dans les actualités également, les travaux de réhabilitation des rues de la capitale effectués par le ministère des Travaux publics sont encore dans les délais établis dans les cahiers de charges selon les explications de l'entreprise en charge des travaux. Rappelons que ces travaux concernent les rues qui ont besoin de grands travaux. L'entreprise est en pleine finalisation de la première phase actuellement. Natera Kutumav. L'entreprise Magie Construction est parmi les entreprises qui ont obtenu le marché pour la réhabilitation des rues de la capitale. Ces travaux portent sur 5 axes, notamment les axes d'Antomadink, 67 hectares, Anusbe, Anuspachan et Ambuipu. Pour cet axe d'Ambuipu particulièrement, les travaux sont en 3 structures. Les parties faites en orobé, celles en béton armé et celles faites en pavé. Les parties faites en béton requièrent un peu plus de temps car elles doivent passer plusieurs étapes. Selon le directeur technique au sein de l'entreprise, les travaux sur cet axe durent 45 jours, mais l'entreprise a demandé un délai de 15 jours de plus pour la partie en béton. Par contre, la commune d'Antananarive n'a accordé que 10 jours, alors que l'entreprise n'a pu la finir qu'en 13 jours. Néanmoins, certaines parties de cet axe d'Ambuipu sont déjà accessibles aux usagers. Le ministère des Travaux publics, de son côté, suit de près les travaux et le respect de la qualité par le biais du LNTPB. Le responsable au sein de l'entreprise a tenu à avertir le ministère et la commune sur les dégâts et autres dégradations occasionnées sur la chaussée par les laveurs de voitures. Il est à noter que les travaux effectués par cette entreprise concernent la première phase de réhabilitation des rues plus dégradées. La deuxième phase des travaux devra encore attendre un nouvel appel d'offres, selon toujours les explications. Et en économie, le taux de facilité de dépôt à la Banque centrale de Madagascar pour les banques commerciales et les entreprises financières a été augmenté à 6% et le taux de prêt marginal à 8%. Le coefficient des réserves obligatoires est resté à 13%. Ce sont les annonces faites par la Banque centrale ce jour. Les détails. Alors que le taux de facilité de dépôt des banques ou établissements financiers à la Banque centrale de Madagascar était auparavant de 3,8%, il est désormais passé à 6%. Une mesure prise face à l'inflation résultant de la crise mondiale. En revanche, le taux de prêt marginal des banques ou des entreprises financières est passé à 8% alors qu'il était de 7% en novembre 2021. En effet, la Banque centrale a la volonté de limiter la volatilité des taux d'intérêt à court terme sur le marché monétaire et vise la préservation du potentiel de croissance économique. C'est le même objectif avec le maintien du coefficient des réserves obligatoires à 13%. La Banque centrale reste attentive à l'évolution des variables pouvant déterminer le niveau des prix ou générer des tensions au sein du système financier et prendra les mesures appropriées, toujours selon le communiqué publié ce jour. Et puis 26% des employés d'un concessionnaire automobile à Madagascar sont des femmes. Les responsables estiment que les femmes ont leur place dans la société, raison pour laquelle cette entreprise a apporté son soutien au groupe de femmes entrepreneurs. La signature de l'accord en ce sens s'est tenue hier. Les détails sur les images de Sechan Janab. Sur les 74 femmes travaillant dans cette concession automobile, 60 effectuent un travail d'homme, 14 sont des responsables d'activité, dont 2 sont membres du comité de direction. La promotion de l'équité des genres au sein du groupe en est la raison, explique le responsable. C'est d'ailleurs dans cette optique que le groupe a soutenu le groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar, ou GFEM, qui organise la 3e édition du Women in Business, ou WIB, en mi-mai. Ce sera une occasion pour les femmes de se partager leur expérience en tant que femmes entrepreneurs. Il y aura également la remise de trophées WIB Awards. Le GFEM compte actuellement 250 femmes entrepreneurs. L'objectif pour ce WIB est d'intégrer plus de femmes dans le groupement. Mis à part la signature de convention entre le CFAO et le GFEM, le CFAO a également mis à la disposition de ce groupement un véhicule, et cela pour une durée de 1 an.
Fait divers à présent, les 3 brigands qui ont participé à l'attaque d'un cash point aux 67 hectares vendredi dernier ont été placés en détention préventive à la maison centrale d'Antanmour après leur comparution devant le parquet du tribunal d'Anous hier. La victime, quant à elle, qui a été blessée par plusieurs coups par le biais d'un fer en pointu, est actuellement en soins et hors de danger selon les informations reçues. Les malfaiteurs ont réussi à dérober 1 800 000 arrières durant cette attaque. L'action s'est passée dans le quartier des 67 hectares nord-est, exactement devant le portail du ministère de la fonction publique, vers la fin d'après-midi, vendredi dernier. 3 bandits, munis chacun d'armes blanches, se sont introduits dans un cash point et ont menacé l'occupant des lieux de leur donner tout l'argent. Devant la résistance de ce dernier, les malfaiteurs lui ont tout de suite donné des coups avec leurs armes, ce qui a obligé ce dernier à céder. Dès qu'ils ont eu l'argent, d'un montant de 1,8 million arrières, selon la victime, les 3 malfrats ont pris la fuite dans les ruelles du quartier populaire Ivou. Pourtant, ils n'ont pas pu profiter bien longtemps de leur butin, car le lendemain même, les 3 bandits ont été appréhendés par les éléments de la police du commissariat des 67 hectares. Selon nos sources, ils ont été vus dans les quartiers d'Issouch portant les mêmes vêtements que lors de l'attaque de la veille, et c'est grâce à cela qu'un dénonciateur anonyme a alerté les forces de l'ordre. Une somme de 300 000 arrières a été encore trouvée sur ces 3 hommes lors de leur arrestation. Après leur audition d'hier, ils ont été mis en détention préventive à Antanmour. Et parlons météo pour terminer les actualités locales. La saison cyclonique s'est terminée à la fin du mois d'avril dernier pour Madagascar, d'après les informations émanant du service de la météorologie ce jour. Nous sommes dans l'intersaison du passage de l'été vers l'hiver, d'où les conditions météorologiques actuelles, particulièrement dans le centre et dans la partie est. Fetimir Kfin. La saison cyclonique a pris fin en avril pour le cas de Madagascar, d'après le service de la météorologie ce jour. Au total, 5 cyclones ont touché la grande île, rien que pour cette année. Les cyclones Anna, Batirai, Dumako, Emnati et récemment le cyclone Jasmine. Toutefois, cela n'exclut en aucun cas les risques de cyclogenèse dans nos zones maritimes, a souligné Météo Madagascar. Nous sommes actuellement en période d'intersaison, autrement dit, la période de transition entre l'été et l'hiver. Les caractéristiques météorologiques hivernales s'installent peu à peu, d'après les explications. L'intensité du vent apporté par l'Alizé dans le sud de l'île est à l'origine de la baisse de la température actuelle dans le centre et dans l'est. De ce fait, des pluies abondantes sont attendues dans l'est, si le temps sera plutôt nuageux pour le centre. Le vent apporté par l'Alizé ne commencera à se déplacer que vers vendredi. La température remontera donc peu à peu, à compter de ce week-end, toujours d'après le service de la météorologie malagasy. Et à présent, en direction en Russie, où les forces russes ont lancé pour la première fois l'assaut contre l'aciérie d'Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol. Mardi 3 mai, l'ONU a annoncé avoir réussi à évacuer plus d'une centaine de civils depuis cette aciérie vers la ville de Zaporizhia. Les détails. 5 bus avec à leur bord une petite centaine de personnes qui ont été évacuées de Mariupol, dont 69 du complexe d'Azovstal. Ce sont des visages pâles, des regards vides, des silhouettes frêles, marquées par ces 2 mois que ces personnes ont passé dans ce complexe d'Azovstal. Les témoignages sont extrêmement frappants. Ce sont des témoignages glaçants qu'il est extrêmement difficile de résumer en quelques phrases. On nous a parlé de ces murs qui tremblaient à longueur de journée à cause des bombardements, de ces températures glaciales, du manque de nourriture, d'eau, d'électricité. On nous a parlé de ces femmes et de ces enfants, dont certains qui étaient en bas âge, certains n'avaient même pas plus d'1 an et demi. On nous a également parlé du rôle qu'ont joué les soldats qui cuisinaient parfois pour tous ces citoyens pris au piège, mais d'autres fois, il fallait se débrouiller tout seul. Et c'est ce qu'a essayé de faire ce jeune homme que je vous propose d'écouter.
Nous avions quelques rations alimentaires et quelques boîtes de conserve. On divisait les boîtes de conserve en plusieurs parts et on en mangeait une petite partie. C'est ce qu'on a fait pendant 2 mois. C'était pareil pour l'eau, il y en avait très peu. Ce jeune homme qu'on vient d'écouter, qui n'a 27 ans, fait figure d'exception puisque ce qu'on a vu hier, c'est surtout des femmes et des enfants. Les hommes qui ont plus de 18 ans n'ont pas eu l'autorisation de venir jusqu'ici à Zaporijjia, à l'exception des hommes ou des jeunes qui souffrent de maladies chroniques. Et dans l'ouest de l'Ukraine, les habitants de Lviv ont été témoins d'explosions en début de soirée. Mardi 4 mai, des missiles russes sont abattus sur leur ville et 3 centrales électriques ont notamment été détruites. Résultat, l'alimentation en énergie a été en partie coupée dans la ville. France 24. La ville de Lviv, frappée à son tour par les missiles russes. Mardi, en début de soirée, plusieurs explosions ont été entendues depuis le centre-ville, 1 heure après que les sirènes des raids aériens ont retenti. Sur place, les pompiers sont à pied d'œuvre. Les tirs ont touché plusieurs centrales électriques, plongeant une partie de la ville dans le noir. Les conséquences de la frappe de missiles sur Lviv se poursuivent actuellement. Les frappes ont ciblé 3 centrales. Par conséquent, il y a des coupures d'approvisionnement en électricité. 2 personnes ont été blessées. Elles reçoivent une aide médicale. Les frappes ont aussi visé des stations de pompage, provoquant des coupures d'eau. Relativement épargnée au début du conflit, Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine, est devenue une ville refuge pour des milliers d'Ukrainiens. Mais elle subit des bombardements plus fréquents depuis quelques semaines. Mardi soir, des frappes ont aussi été signalées dans plusieurs régions d'Ukraine, notamment en Transcarpathie, une région frontalière de la Hongrie, touchée pour la première fois depuis le début de l'invasion russe. Et pour terminer, le gouverneur d'Oklahoma a signé une loi votée par le Parlement de l'État conservateur du Sud des États-Unis qui interdit l'avortement après 6 semaines de grossesse. Cette ratification intervient alors que la Cour suprême semble vouloir revenir sur ce droit au niveau fédéral. France 24. Oui, Joe Biden qui a publié un communiqué dans lequel il a précisé « Nous ne savons pas si ce projet reflète la décision finale de la Cour suprême, mais si en effet la Cour suprême décide de supprimer ce droit à l'avortement, eh bien il appelle tous les Américains à se mobiliser et à faire entendre leur voix dans les urnes puisque les élections de mi-mandat vont avoir lieu en novembre prochain et donc il appelle les Américains à choisir des candidats, je cite, favorables au droit à l'avortement. Alors les démocrates qui sont en mauvaise posture pour ces élections espèrent désormais mobiliser leur électorat autour de ce sujet de l'avortement. Et puis Joe Biden a aussi prévenu, il s'est entretenu avec des journalistes hier et puis il a aussi dit finalement que l'argumentaire de la Cour suprême allait bien au-delà du droit à l'avortement et selon lui ce sont d'autres droits qui pourraient être remis en cause comme par exemple le droit au mariage homosexuel et c'est ça aujourd'hui que craignent beaucoup d'Américains. L'Amérique libérale, démocrate, eh bien, craint de voir de nombreux droits supprimés ou en tout cas de voir un recul des libertés individuelles aux États-Unis. Et hier encore, on sentait beaucoup d'émotions devant la Cour suprême. Il y a notamment la sénatrice démocrate Elizabeth Warren qui est apparue très émue, même secouée, et elle a fustigé les républicains qui, selon elle, travaillent depuis des décennies pour arriver à ce jour-là et elle a notamment déclaré il ne faut plus, on a assez entendu les extrémistes. Oui, tout à fait. Ce document n'est pas une fin en soi puisque les juges peuvent encore changer d'avis et la décision finale doit être rendue dans les 2 mois. Mais si en effet la Cour suprême décide de revenir sur cet arrêt Roe versus Wade qui date de 1973, eh bien concrètement, chaque État pourra décider de rendre illégal l'avortement et selon un institut de recherche américain, 26 États américains, donc plus de la moitié des États du pays, eh bien
pourrait décider d'interdire l'avortement. C'est notamment le cas d'États dans le sud du pays ou encore dans le centre conservateur et religieux. On pense au Tennessee, au Kentucky, au Texas. D'ailleurs, déjà une douzaine d'États récemment, comme le Texas, ont mis en place des restrictions au droit à l'avortement. Le Texas qui interdit l'avortement au-delà de 6 semaines de grossesse. De nombreuses cliniques dans ces États très conservateurs ont mis la clé sous la porte. Et par exemple, si une Américaine en Louisiane veut avorter aujourd'hui, elle doit faire plus de 1000 km en voiture pour trouver une clinique. Et donc, concrètement, si la Cour suprême fait passer cette décision, eh bien, les femmes dans les situations les plus vulnérables et surtout celles qui ont le moins de moyens financiers seront les premières victimes. Et d'ailleurs, plusieurs entreprises, dont le géant Amazon, ont promis d'aider financièrement leurs employés qui devront voyager pour avorter. Mesdames et messieurs, cette édition touche à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite après, la série Suite Magnolia. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.